Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. La Maison-Blanche prend des mesures pour faire face aux attaques de ransomware. L'administration Biden travaille sur une stratégie à l'échelle du gouvernement. Cela intervient après qu'une autre cyberattaque majeure ait touché plus d'1 millier d'entreprises. Les pirates ont pénétré dans les systèmes de l'entreprise du logiciel Kaseya. Le piratage est attribué au groupe de pirates REvil. Et les experts pensent que les auteurs opèrent depuis l'Europe de l'Est ou la Russie. Biden a déclaré que les États-Unis riposteraient si le gouvernement russe était impliqué. Jen Psaki, secrétaire de la presse à la Maison-Blanche, a dit que si le gouvernement russe ne peut ou ne veut prendre de mesures contre les acteurs criminels résidant en Russie, nous prendrons des mesures et nous nous réservons le droit de prendre des mesures de notre côté. Fin de citation. De leur côté, la communauté du renseignement n'a pas encore attribué l'attaque. La communauté de la cybersécurité s'accorde à dire que REvil opère depuis la Russie avec des affiliés dans le monde entier. Biden a déclaré mardi que l'impact de la dernière cyberattaque était minime. Il ajoute qu'il fera le point dans le courant de la semaine au fur et à mesure que les informations supplémentaires lui parviendront. Des centaines d'entreprises clientes de Kaseya ont été touchées par l'attaque. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il avait ce qu'il a appelé certains contacts entre Moscou et Washington au sujet de la cybercriminalité et des accusations selon lesquelles des groupes criminels liés à la Russie étaient parfois impliqués. Biden prévoit de rencontrer des responsables du département d'État, du département de la justice et de la sécurité intérieure pour discuter de la stratégie de lutte contre les attaques de ransomware. Et la Maison-Blanche continue d'exhorter les entreprises touchées par les cyberattaques à ne pas payer les rançons. Le Conseil national de la sécurité étudie depuis des mois la manière de stopper les attaques par ransomware. Les responsables auraient utilisé le rapport d'avril du groupe de travail sur les ransomware comme une feuille de route essentielle. Le rapport comprend près de 50 recommandations de dizaines d'experts en cybersécurité, dont une qui rendrait illégal le paiement des rançons par les entreprises. À présent, une petite mise à jour rapide sur l'effondrement de l'appartement en Floride. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter alors que les nouveaux corps sont retrouvés. Le dernier bilan confirmé s'élève à 46 morts. La maire Daniela Levin Cava du comté de Miami-Dade en Floride a déclaré « Je demande à vous tous dans le monde entier qui continuez à suivre cette histoire, de garder les victimes et ces familles dans vos cœurs et vos prières. » Certaines familles pensent que le temps leur est compté, les officiels ne cèdent toujours pas. Alfredo Freddy Ramirez, directeur de la police de Miami-Dade, a dit, je cite, « Nous sommes en mode recherche et sauvetage. C'est une enquête active et c'est là-dessus que nous nous concentrons en ce moment. Notre objectif principal est de permettre aux familles de tourner la page. 5 millions de livres de débris ont déjà été retirés du site. Ce travail déjà difficile est devenu plus complexe quand Elsa s'est rapprochée du sud de la Floride. L'impact le plus important de la tempête est attendu de l'autre côté de l'État, le long de la côte nord du golfe de la Floride. Et maintenant, l'ancien président Trump s'oppose à la Big Tech. Il a annoncé son intention de poursuivre Twitter, Facebook et Google et il a dit, je cite, « Aujourd'hui, en collaboration avec l'American First Policy Institute, je dépose en tant que représentant principal de la classe un important recours collectif contre les grands géants de la technologie, notamment Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs PDG. » Trump et son équipe ont expliqué que les poursuites visent à protéger le droit du premier amendement à la liberté d'expression. Ils ont fait valoir que ces droits ont été bafoués lorsque les 3 grandes entreprises technologiques l'ont interdit. Les poursuites seront déposées devant un tribunal du district du sud de la Floride. Ils demanderont à un juge d'ordonner aux sociétés de médias sociaux de mettre immédiatement fin aux pratiques présumées de shadowbanning, de censure et de mise sur liste noire, d'annulation des personnes qui expriment des points de vue politiques hors du courant dominant. Il a qualifié ces pratiques d'inconstitutionnelles et d'anti-américaines. Nous demandons, dit-il, la fin du bannissement de l'ombre, la fin du silence, la fin de la liste noire, le bannissement et l'annulation que vous connaissez si bien. Notre affaire prouvera que cette censure est illégale, anticonstitutionnelle et totalement anti-américaine. Les PDG de Facebook, Google, Twitter ainsi que les entreprises elles-mêmes sont cités dans les poursuites. M. Trump affirme que les entreprises de médias sociaux ont cessé d'être des entreprises privées. Il a cité le bouclier de protection de la section 230 que ces entreprises utilisent pour se protéger de toute responsabilité.
M. Trump a qualifié l'action en justice de juste le début. Il a annoncé que l'American First Policy soutient son action en justice, ajoutant qu'il pense que des milliers d'autres personnes pourraient se joindre à son action en justice. Et maintenant, passons au débat sur les droits du second amendement. Le 4 juillet a vu l'un des week-ends les plus meurtriers de l'année. 14 fusillades de masse pendant le week-end du 4 juillet. C'est plus que tout autre week-end depuis le début de l'année. Les données du Gun Violence Archive indiquent qu'au moins 150 personnes sont mortes dans plus de 400 fusillades pendant le week-end des vacances. Les fusillades se sont concentrées dans les grandes villes comme Chicago, New York et Los Angeles. Rien qu'à Chicago, plus de 100 personnes ont été abattues, dont des enfants de moins de 10 ans, et au moins 17 personnes sont mortes selon le Chicago Tribune. 2 personnes ont également été abattues alors qu'ils dispersaient une grande foule dans la ville. À New York, au moins 35 personnes ont été blessées dans 29 fusillades, dont au moins 2 ont entraîné la mort. Le Los Angeles Times indique que dans cette ville, la police a enregistré au moins 16 meurtres entre vendredi après-midi et lundi matin. Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, affirme que les crimes augmentent dans les villes où la police n'est pas financée. Le mois dernier, le ministère de la Justice a lancé de nouvelles forces d'intervention pour lutter contre l'augmentation des crimes violents au cours des 18 derniers mois. Il cible le trafic illégal d'armes à feu à New York, Chicago, Los Angeles et dans la baie de San Francisco et ainsi qu'à Washington. Et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, vient d'émettre le premier décret déclarant la violence armée à New York comme une urgence désastreuse. Il s'agit de la première étape d'une nouvelle stratégie définie par le gouverneur pour lutter contre la criminalité liée aux armes à feu dans l'État. Le statut d'urgence en cas de catastrophe permettra à l'État d'envoyer rapidement de l'argent et des ressources aux communautés afin qu'elles puissent commencer à s'attaquer immédiatement à la violence armée. La nouvelle stratégie globale du gouverneur traite la violence armée comme une crise de santé publique. Elle utilise des solutions à court terme pour réduire immédiatement le nombre de fusillades et des solutions à long terme axées sur des stratégies communautaires d'intervention et de prévention pour briser le cycle de la violence. Quant aux propriétaires d'armes à feu, les États adoptent des positions différentes. Une ville de Californie sera la première aux États-Unis à imposer une assurance et des frais pour la possession d'une arme. La semaine dernière, le conseil municipal de San José a voté à l'unanimité en faveur de 2 approches de la réglementation des armes à feu. La première consiste à exiger des propriétaires d'armes à feu qu'ils souscrivent une assurance responsabilité civile pour leurs armes. Et la seconde consiste à exiger le paiement d'une taxe destinée à dédommager les contribuables du coût des incidents liés aux armes à feu. Cette décision fait suite à une récente fusillade dans une agence de transport locale qui a fait 9 morts. Selon le maire de San José, si le deuxième amendement protège le droit de porter des armes, il n'oblige pas les contribuables à subventionner la possession d'armes à feu. Ils ont constaté que les incidents liés aux armes à feu à San José coûtent aux contribuables 442 millions de dollars chaque année. Ainsi, en faisant payer une taxe aux propriétaires d'armes à feu, ils pensent que cela réduira les coûts publics tels que les interventions médicales et policières. Mais tout le monde ne se sent pas plus en sécurité pour autant, et il semble que beaucoup prennent leur sécurité en main. Le procureur général de Californie a publié des données sur les ventes d'armes à feu dans l'État en 2020, et selon ces données, les ventes d'armes de poing ont augmenté de 65,5% et les armes à canon long de 45,9% de 2019 à 2020. Rob Bonta, procureur général de Californie, affirme que la vente légale d'armes à feu n'est pas automatiquement synonyme d'incidents violents ou de crimes et les Californiens responsables qui choisissent de posséder une arme à feu ont certainement ce droit en Californie et dans cette nation. La loi fera l'objet d'un vote final en septembre. Et nous passons à présent à la Virginie occidentale qui a adopté une nouvelle loi qui élimine la taxe de vente sur toutes les petites armes à feu et les munitions, ce qui signifie que les clients peuvent acheter la plupart des armes de poing et des fusils de chasse et des carabines sans aucune taxe de vente. Le délégué républicain Gary Howell a déclaré à une chaîne d'information locale que si vous voulez acheter un fusil à 2000 $, il sera 120 $ moins cher ici en Virginie occidentale que dans les États voisins, ajoutant qu'il voit cela comme un moyen d'investir dans l'État,
C'est une décision qui intervient alors que de nombreux États ont pris des mesures de répression à l'encontre des propriétaires d'armes à feu. La Virginie a mis en place 5 nouvelles mesures de contrôle des armes à feu qui sont entrées en vigueur le 1er juillet. Certaines de ces lois incluent l'interdiction des armes à feu dans l'enceinte du Capitole de l'État à Richmond, l'allongement du délai dans lequel le FBI peut effectuer une vérification des antécédents. Une autre loi interdit aux auteurs de violences domestiques d'acheter, de posséder ou de transporter une arme à feu pendant 3 ans après leur condamnation. Plusieurs États font pression pour les droits du second amendement. Le Texas s'est joint à 21 autres États pour demander à la Cour suprême de confirmer le droit des Hawaïens à porter des armes en dehors de leur domicile, conformément au deuxième amendement. Cet effort a été mené par les procureurs généraux de Louisiane, d'Arizona et du Montana. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a confirmé la semaine dernière que son État se joignait aux mémoires de l'Amicus Curiae. Paxton a déclaré, je cite, « Il faut remédier à la mauvaise interprétation flagrante du deuxième amendement par le 9e circuit. » Parenthèse, le 9e circuit est de loin la plus importante cour d'appel fédérale des États-Unis avec 28 juges en service. Donc la cour tient généralement audience à Seattle, Portland, San Francisco et Pasadena. Mais certains juges peuvent occasionnellement voyager pour s'occuper des cas en Alaska ou à Hawaï et d'ailleurs aussi dans des territoires du Pacifique sur lesquels la cour a une compétence. Je ferme la parenthèse. Nous demandons à la cour, dit-il, de confirmer simplement le deuxième amendement tel qu'il est écrit. L'année dernière, la décision de la Cour d'appel du 9e circuit était favorable à la loi d'Hawaï. Elle interdit aux résidents de porter des armes à feu en dehors de leur domicile. Donc le Texas et 21 autres États ont déposé un mémoire auprès de la Haute Cour. Ils soutiennent que les droits des résidents au deuxième amendement incluent l'utilisation d'armes à feu en dehors de leur domicile. Les États ont écrit dans leur mémoire que l'une des plus grandes responsabilités d'un État est de sauvegarder les droits de ses citoyens, y compris le droit de garder et de porter des armes en vertu du deuxième amendement. Le dépôt du tribunal indique que le texte clair du deuxième amendement protège le droit de porter des armes et pas seulement de les conserver, ajoutant que pourtant le régime de réglementation du port d'armes à feu d'Hawaï fonctionne comme une interdiction pure et simple du droit de porter des armes à l'extérieur de la maison pour la plupart des gens. Il viole donc le deuxième amendement. Ces États tentent également de contribuer à résoudre une division entre les cours d'appel fédérales. En effet, plusieurs de ces cours se sont prononcés contre. L'affaire District of Columbia contre Heller en 2008, une décision historique en matière de droit des armes à feu. Selon eux, les décisions incohérentes des tribunaux inférieurs ont également empêché les citoyens des États de porter des armes à feu au-delà des frontières de l'État. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.